Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Sébastien Auger, je suis curieux et passionné, à tel point qu'il m'a fallu près de 4 années de recherche pour avoir enfin le plaisir de vous présenter cette conférence. Je suis aussi l'auteur du roman Argent trop cher, Immersion dans un monde sans argent. Et justement, nous allons parler de l'argent, le fric, le pognon. D'ailleurs, pour commencer, j'aimerais beaucoup qu'on mette en commun un peu tous les synonymes qu'on connaît pour parler de l'argent. Là, j'ai dit donc l'argent, le fric, le pognon. Je vous écoute. Les pépettes, le blé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'oseille, la thune, le flouze. C'est bien, vous êtes inspirés. Continuez. La maille, le nerf de la guerre, ouais, exact. Les ronds. Le cash, le pain, tu dis? Ah, voilà, la moula. Bon, déjà, il y en a pas mal. J'en avais noté quelques-uns, moi, avant d'arriver. Donc, moi, j'avais noté, vous en avez dit beaucoup déjà, l'argent, le fric, le pognon, les sous, le blé, l'oseille, les patates, les radis, les ronds, les bifetons, les picaillons, le pèse, le flouze, les briques, la ferraille, la maille, la caillasse, les pépettes, les balles, la thune, la moula, pour les plus jeunes, on l'a vu. Waouh, comment ça se fait qu'il y ait autant de mots pour parler de la même chose? Peut-être parce que l'argent est omniprésent dans nos vies. Il conditionne nos choix, nos journées, et ce, dès que le réveil sonne pour nous rappeler qu'il faut se lever pour aller gagner de l'argent. Les psychanalystes nous expliquent que l'argent fait partie des apprentissages inconscients dès l'enfance, au même titre que la langue ou le langage. Alors moi, je trouve ça quand même assez effrayant de me dire que l'argent est gravé dans mon cerveau aussi profondément. Mais on le voit parce que dès le plus jeune âge, cette notion de l'argent, et souvent même parfois cette peur du manque de l'argent, nous est enseignée. On va nous dire, si tu n'as pas un bon travail, tu n'auras pas un bon salaire. Repose ça, c'est trop cher. On ne joue pas avec l'argent. Puis il y a aussi certains parents qui vont se disputer au sujet des dépenses. Il y a aussi la petite souris après qui va mettre une pièce en échange d'une dent. On va être confronté à la publicité, on va jouer au marchand, etc. Voilà, dès le plus jeune âge, on a vraiment cette notion de l'argent qui est en nous. Il y a même des expériences qui ont été réalisées avec des enfants. Les plus jeunes avaient à peine 3 ans. Donc il y a un groupe d'enfants qu'on faisait jouer avec des billets et des pièces. Ensuite, il y a un autre groupe d'enfants, on les faisait jouer avec des bouts de papier et des boutons. Ensuite, on demandait à ces enfants de prendre des autocollants et d'en redistribuer à leurs amis. Et il s'avère que ceux qui avaient joué avec de l'argent prenaient systématiquement beaucoup plus d'autocollants et en redistribuaient une moindre proportion à leurs amis. Avant même de savoir parfaitement compter, on comprend que l'argent a de la valeur et qu'on peut avoir des choses avec. De ce fait, on est tellement conditionné par l'argent. Il fait tellement partie intégrante de nous qu'on en oublie, en général, de prendre du recul sur cet outil archaïque que l'on se traîne de génération en génération sans le remettre en question. Eh bien, c'est ce que je vous propose ce soir. On va prendre un petit moment on va prendre du recul pour savoir qu'est-ce qu'est l'argent, son histoire, ses mécanismes, et peut-être même risquer l'un des plus grands tabous, le remettre en question. Donc pour commencer, pourquoi a-t-on créé l'argent? Pour répondre à quelle problématique? Alors je vous écoute, est-ce que certains d'entre vous ont une piste en quelques idées pourquoi on aurait créé l'argent? Pour le service, quoi d'autre? Faciliter les échanges. Est-ce que j'ai d'autres propositions? Évaluation. Autre chose? Donner une valeur aux choses. D'accord. Donc, maîtriser. Travail. Ok. Donc, si on écoute les économistes, ils nous expliquent en fait que l'argent a été créé pour répondre à la problématique du troc afin de faciliter les échanges. C'est la version que j'ai retrouvée aussi bien sur le site du ministère de l'économie et des finances du gouvernement français que, par exemple, sur le site de la Banque nationale suisse. Voilà, c'est la Banque nationale suisse, ils nous ont fait un joli petit dessin, comme quoi avant il y avait le troc, qui a donné naissance à la monnaie.
Mais le troc, donnant naissance à la monnaie, c'est un mythe. Alors c'est un mythe qui est maintenant largement démenti par les anthropologues. Ils n'ont jamais trouvé aucun écrit d'une société qui aurait été fondée sur le troc au sens commercial. Alors le troc, il a existé, mais d'une façon très marginale, et pas forcément pour le commerce. À l'époque, il s'agissait plutôt de matérialiser des liens sociaux ou d'établir des conventions entre individus et tribus. Donc il a été utilisé très peu parce que finalement la double coïncidence des besoins ne le permet pas. Le troc, c'est trop compliqué. Par exemple, un dentiste ne peut pas soigner ou arracher une dent à son boulanger à chaque fois qu'il veut du pain. Voilà, en tout cas, je ne lui souhaite pas. Donc le troc, c'est trop compliqué. À l'époque, on l'utilisait marginalement. C'était plus pour, avec des ennemis ou avec des étrangers. Au sein d'une communauté, il n'était pas vraiment utilisé. Donc, si finalement le troc n'a pas donné naissance à la monnaie, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Alors avant, en fait, on vivait en toute petite communauté, donc ça ne posait pas de problème. On partageait les récoltes, la chasse, la cueillette. Puis après, les communautés ont commencé à grandir, et là, on s'est fait un petit peu moins confiance. Et c'est là où on a inventé de la dette, de la comptabilité. On retrouve des tablettes d'argile sumériennes, comme celle-ci, qui datent de plus de 5000 ans. Et d'ailleurs, à en croire ces tablettes d'argile sumériennes, il y avait très souvent des dettes qui concernaient la bière. Bon, en tout cas, la première monnaie de l'humanité, finalement, c'est une monnaie scripturale, c'est-à-dire l'écriture. Et ça a fonctionné comme ça pendant plus de 2500 ans, c'est pas rien, sans avoir besoin d'utiliser la moindre pièce de monnaie métallique. On utilisait ces tablettes d'argile ou des accords commerciaux plus complexes, mais on n'utilisait pas de pièces de monnaie. Mais un grand chamboulement est arrivé à l'âge axial, à partir de 640 avant Jésus-Christ. C'est là où on trouve l'apparition de pièces simultanées, aussi bien en Chine qu'en Inde, qu'autour de la mer Égée, avec des techniques différentes, frapper, poinçonner, couler. Donc c'est en 640 avant Jésus-Christ. Si je vous dis être riche comme Crésus. Exactement. Alors Crésus, c'est pas le premier, mais c'est un roi qui est souvent cité. Crésus, on dit que donc c'était un roi de Lydie, qui se trouvait en Turquie. On dit qu'il allait chercher dans le fleuve Pactole des galets d'électrum. Alors l'électrum, c'est un alliage naturel d'or et d'argent. Puis il lui faisait frapper sa marque de fabrique, comme ici. Il lui faisait frapper, lui, un taureau et un lion. Quoi qu'il en soit, dans un contexte de guerre et de pillage, certains rois et chefs de gang se sont mis à créer les premières pièces de monnaie métallique dans un but précis. Créer des armées professionnelles en les rémunérant. C'est-à-dire passer d'une armée de paysans qui étaient bénévoles, mal entraînés et mal équipés, parce qu'ils avaient autre chose à faire, à une armée professionnelle, constamment entraînée, parfaitement équipée. Le mot soldat vient d'ailleurs de la solde, le salaire. Il est possible que le soldat soit le premier salarié de l'histoire. Alors on va essayer de se remettre dans ce contexte historique. Donc, nous avons nos soldats qui touchent leur première paye fraîchement sortie du fleuve Pactole et qui vont ensuite les couler auprès des paysans. Mais on peut imaginer ces derniers quelque peu récalcitrants de devoir abandonner tout à coup une partie de leur récolte qui se mange contre quelques vulgaires galets auxquels le roi a donné une valeur toute relative. Mais ne pas accepter cet échange, c'est risquer l'emprisonnement, l'esclavage ou la mort, parce qu'à un moment donné, il va falloir payer un nouvel impôt pour rémunérer ces armées, en partie avec ces galets qui sortent du fleuve, avec ces pièces de monnaie. Et c'est là où c'est malin, parce que d'un coup, on crée quelque chose qui n'existe pas, ces galets qu'on sort du fleuve, et on crée un impôt qui lui est associé. Impôt du latin impositum, ce qui est imposé. D'ailleurs, on croit souvent, à tort, que l'argent s'est propagé naturellement par sa praticité, parce qu'il avait du sens. Non, pas du tout. L'argent a toujours été imposé par la force.
Selon certaines théories, Alexandre le Grand, roi de Macédoine de l'Antiquité, est ainsi devenu l'un des plus grands conquérants de l'histoire en imposant la monnaie. Il a même massacré les Phéniciens, qui étaient un grand empire commercial, mais qui pourtant n'utilisaient pas de pièces de monnaie. Ça faisait 100 ou 200 ans que les pièces de monnaie existaient, ils n'en voulaient pas. Ils fonctionnaient avec, on l'a vu, les tablettes d'argile, enfin avec une comptabilité, avec des accords commerciaux complexes. Ils ne voulaient pas des pièces de monnaie. L'argent a vraiment été imposé. Donc, comme vous le voyez, on est quand même très loin du mythe du troc donnant naissance à la monnaie. Banque nationale suisse. Voilà. Donc, ne prenez pas toujours pour argent comptant les histoires des économistes. Voilà, c'était un petit peu trop enfantin. L'histoire est un peu plus compliquée. Donc ensuite, on va accélérer au niveau de l'histoire parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais à un moment donné, on devait s'ennuyer. Donc, on a inventé un terrain de jeu qui s'appelle la bourse. Voilà, il faut savoir que les premières actions en bourse se sont identifiées en France, à Toulouse, avec une société qui possédait des moulins flottants qui étaient répartis le long de la Garonne et qui servaient à moudre le grain. Et on pouvait acheter ou vendre les parts de cette société suivant la rentabilité de tel ou tel moulin. Mais tout ça est allé très vite. De nos jours, la bourse n'a plus rien à voir avec les moulins flottants. Il faut savoir qu'une banque qui comptait au début des années 2000 600 traders n'en emploie déjà aujourd'hui plus que 2. Ils ont été remplacés par l'intelligence artificielle, capable de détecter à la microseconde près la meilleure offre d'achat et de vente. Du coup, la bourse n'est plus du tout en lien avec la réalité du marché et ces intelligences artificielles deviennent incontrôlables. Il y a même, par exemple, il existe des flash crash, c'est-à-dire une sorte de bug où il y a des milliards qui disparaissent tout à coup. Des fois, ils reviennent. Des fois pas. Donc voilà. En bref, on a complexifié la monnaie à son extrême au point de ne plus avoir la main dessus. Du coup, quelles sont les conséquences ? C'est que les crises s'enchaînent, on le voit, les unes après les autres, et de plus en plus rapidement. Les crises économiques, les crises financières, mais également les crises sanitaires, les crises environnementales, les crises migratoires, les crises pétrolières, les crises de ressources naturelles, les crises sociales, etc. D'autant plus que pendant une crise, nous, souvent, on se serre un peu la ceinture, mais l'argent, il ne disparaît pas. Non, l'argent, il se déplace pendant une crise et il se déplace même plus rapidement. En l'occurrence, dans les poches de ceux qui ont les moyens d'anticiper et d'en profiter, à savoir les milliardaires. Donc on le voit, à chaque crise, les milliardaires deviennent de plus en plus riches et ils sont également de plus en plus nombreux. Au début des années 2000, il y avait 470 milliardaires. Cette année, il y en a 2700. Ils sont de plus en plus riches. D'ailleurs, ils ont des richesses tellement colossales, tellement aberrantes, que c'est difficile à se l'imaginer. Mais on va quand même essayer. Est-ce que vous savez actuellement qui est le plus riche au monde ? Non. Bill Gates, non. Bernard Arnault, non. Elon Musk, ça y est. Pour l'instant, c'est lui le plus riche. C'est le type qui veut aller sur Mars, qu'il y aille et qu'il y reste. Ce type est complètement dingue. Le deuxième maintenant plus riche du monde, vous avez une idée ? C'est, non, Amazon, voilà, Jeff Bezos. Le troisième, je l'ai entendu tout à l'heure ici, je crois, c'est un Français, Bernard Arnault. Voilà. Bernard Arnault, c'était même le plus riche au monde au mois de mars dernier. Régulièrement, le mois de mars, il s'arrange pour être le plus riche au monde. En mars dernier, il avait 210 milliards d'euros. 210 milliards, on va essayer de s'imaginer ça. Enfin, on va essayer d'imaginer 1% de sa fortune. Admettons qu'on veuille seulement 1% de sa fortune. Alors, pour ça, il faudrait gagner 27 000 euros par jour depuis la prise de la Bastille. C'est-à-dire, il faudrait gagner 27 000 euros par jour pendant 235 ans pour avoir seulement 1% de la fortune de Bernard. C'est pas gagné.
Mais j'en ai vu certains qui étaient déçus. J'en ai vu certains qui étaient déçus et qui voulaient vraiment la totalité de la fortune de Bernard. Alors, voyons qu'est-ce que je m'étais noté, j'avais fait le calcul. Donc pour les ambitieux qui souhaitent acquérir la totalité de sa fortune, il faudra, avec le taux d'un SMIC français, il faudra travailler 12,8 millions d'années. Voilà, c'est 42 fois plus que l'âge de l'Homo sapiens, notre espèce. Soyez patients. Voilà. Donc voilà, c'est des sommes absurdes finalement, parce que même eux, ils ne peuvent même pas dépenser tout cet argent. C'est impossible. Il y a bien un sultan du côté de l'Indonésie qui a essayé. Il était le plus riche du monde dans les années 90, avec le gaz et le pétrole, il avait 40 milliards. Donc déjà, on voit, dans les années 90, pour être le plus riche du monde, 40 milliards, ça suffisait. Maintenant, c'est plus de 200 milliards. Je crois que c'est 270 milliards en octobre même pour Elon Musk. C'est devenu complètement hallucinant. Donc, il y a un sultan voilà, qui avait 40 milliards dans les années 90. Il voulait tout flamber. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, il a entre 5 et 7 000 bagnoles. Mais quand je vous dis des bagnoles, des voitures, c'est vraiment des voitures ultra luxueuses. Certains à l'unité, tout ça. Il a même une Rolls-Royce qu'il a recouvert d'or et de diamants pour ses sorties officielles. Bon. Ça lui a coûté qu'1 milliard. C'est tout. Donc il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le plus grand palais du monde. Et il a fait. Un palais avec 1170 pièces. Il ne pourra même pas aller dans la plupart d'entre elles. Une superficie de 200 000 mètres carrés, ça correspond à 28 terrains de football. Bon, ça lui a coûté qu'1,7 milliard d'euros. Ce pauvre homme, il ne savait plus quoi faire de son argent. Donc il a acheté des yachts, plusieurs, dont certains gigantesques. Il a acheté plusieurs jets, dont des Boeing, dont un qu'il a, je crois, recouvert d'or. Il a investi massivement dans des hôtels de luxe partout dans le monde à ne plus pouvoir s'y retrouver. Pendant ses anniversaires, il invite tout le gratin people, etc. Bon, j'ai regardé combien il avait d'argent aujourd'hui. Il lui reste encore 20 milliards de dollars. Donc si jamais il y a des preneurs, je demande, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est des sommes absurdes finalement parce qu'ils ne peuvent même pas dépenser tout cet argent. En tout cas, 1%, si je ne me trompe pas, possède plus de 90% de la fortune mondiale. Et ces 1% polluent autant que les 2/3 de l'humanité. Donc ça pose quand même un petit problème. Alors l'argent doit-il évoluer? Doit-il continuer à évoluer? Parce que toute évolution n'est pas forcément bénéfique. Prenons l'exemple de la crypto-monnaie. Il faut savoir que le Bitcoin, pour ne parler que de lui, demande des calculs si complexes sur des ordinateurs surpuissants qu'il pollue autant qu'un pays tel que la Suisse. Actuellement, le minage d'un seul Bitcoin pollue autant que 90 vols de Paris à New York. Donc voilà, on a inventé un pays imaginaire qui pollue. Voilà, vive l'évolution, on en avait bien besoin, tiens. Pour moi, la période qu'aurait démarré à partir de 1945 avec les 30 Glorieuses jusqu'à nos jours pourrait parfaitement s'appeler les 80 négligentes. C'est-à-dire 80 années de négligentes, de surconsommation, de course au profit, de rejet de gaz à effet de serre qui a engendré un réchauffement climatique, de 6e extinction de masse, de surpêche, de trous dans la couche d'ozone, etc. Les 80 négligentes, moi j'appelle ça. D'autant plus que sur ces 80 dernières années, nous sommes passés de 2 milliards d'habitants à 8 milliards dans le monde. Au même moment où on est en train de tout détruire, de tout polluer. Donc il est peut-être temps d'arrêter là nos négligences. Alors l'argent doit-il encore évoluer? Parce que ce n'est pas en faisant évoluer la bougie que l'on a inventé l'électricité. Donc, quelle est la prochaine évolution de la monnaie? Eh bien, moi, je vais vous le dire. La prochaine évolution de la monnaie, c'est de disparaître complètement. Finalement, l'argent a fait son temps. L'argent arrive peut-être au bout de son évolution. L'argent n'a plus rien à nous prouver. Actuellement, il ne sait que créer de nouvelles crises et creuser ce gouffre, cet océan des inégalités. Donc, finalement, l'argent a fait son temps, le capitalisme arrive au niveau d'un plafond de verre qui ne le destine plus qu'à s'écrouler sur lui-même. Donc on se retrouve face à une question
déconcertante, mais tout à fait fascinante. Peut-on réorganiser la société plus efficacement sans avoir à utiliser l'argent, ni même le troc? On l'a vu, le troc, c'est trop compliqué. D'ailleurs, l'argent, finalement, c'est juste un troc amélioré. Parce qu'on va troquer notre argent on va troquer notre temps contre de l'argent, puis on va troquer notre argent contre des biens ou des services. Donc pas de troc. Une société dans laquelle on serait tous bénévoles et où tout est gratuit. Une société sans argent, où il n'y aurait plus d'inégalité, où on serait réunis en tant que famille humaine. Une société sans argent, où on n'aurait plus rien à dépenser de toute notre vie pour quoi que ce soit. Où on serait, voilà, en tant que famille humaine, une société sans argent, un monde sans argent. Alors, excusez-moi, je me rends compte que je suis en train de vous parler de quelque chose de complètement aberrant, quoi. Un monde sans argent, non mais je suis vraiment désolé. Surtout, arrêtez-moi dès que je commence à dire n'importe quoi, arrêtez-moi, quoi. Un monde sans argent, quoi. Non mais Sébastien, non mais n'importe quoi. Bon, c'est vrai que ça serait bien beau, mais c'est pas possible, quoi. Ça, je sais pas, ce serait le chaos, un no man's land, ce serait une surconsommation, je sais pas. Bon, moi, je vous avoue, je suis un grand utopique, je suis un grand rêveur, donc je suis désolé pour ce petit dérapage. C'est vrai qu'un monde sans argent, c'est bien beau, mais ce n'est pas possible. Et puis, j'en oublie une chose essentielle. J'en oublie que, finalement, l'argent, c'est juste un outil. Voilà, c'est juste un outil, l'argent. Il suffit de bien s'en servir, tout simplement. D'ailleurs, sommes-nous tous égaux face à cet outil? Sommes-nous tous égaux face à cet outil? Car le capitalisme est un jeu. Certains démarrent la partie avec un joker et tous les atouts en main. D'autres doivent se contenter de quelques cartes. D'autres encore n'en possèdent aucune. Certains ont bien compris les règles du jeu et sont particulièrement doués. D'autres luttent pour rester de la partie. Triche, arnaque, bluff, manipulation, tous les coups sont permis. L'économie mondiale est un jeu de société auquel on est bien obligé de participer. Mais c'est un jeu très dangereux, parce qu'une fois au tapis, c'est la roulette russe. On peut mourir de faim, de froid ou de maladie. Alors malgré tout, on me dit tout le temps que l'argent n'est qu'un simple outil. Bon, déjà la preuve en est que nous ne sommes pas tous égaux face à cet outil. Et c'est le cas pour n'importe quel outil. Certains arriveront par exemple parfaitement à se servir d'une perceuse. Ils savent que telle forêt correspond à telle densité de murs. D'autres qui ne sont pas bricoleurs, comme moi, on est là, on a besoin d'accrocher un tableau, percussion, pas percussion, bon je sais pas, j'y vais, je verrai bien, quoi. Donc certains sont doués, d'autres non. Certains ont appris, d'autres non. Donc quel que soit l'outil, il y a déjà des inégalités. Et l'argent n'échappe pas à la règle, bien au contraire. Mais quand bien même, serions-nous tous égaux face à cet outil? L'argent est-il un outil neutre, dénué de toute responsabilité? Alors pour le savoir, on peut faire le parallèle avec un marteau. Avec un marteau, bon, je peux très bien construire une cabane où je peux tuer quelqu'un. Le responsable, ce n'est pas le marteau, on est d'accord. Avec l'argent, a priori, c'est la même chose. Je peux très bien acheter un jouet pour mes enfants ou je peux acheter une arme. Le responsable n'est pas l'argent. Donc a priori, l'argent n'est jamais le problème. Sauf que, pour avoir de la valeur et donc pour exister, l'argent a besoin d'une valeur relative. Alors je m'explique. S'il restait plus qu'un seul marteau sur Terre, ce serait toujours un marteau. Je pourrais toujours planter des clous avec. En revanche, s'il restait plus qu'un seul billet sur Terre, ce serait juste un bout de papier sans valeur. Les échanges ne pourraient prospérer. À l'inverse, si les billets tombaient du ciel, ce serait juste une pluie de confettis sans intérêt. Si l'argent était aussi abondant que des feuilles d'arbre ou des petits cailloux, qu'il me suffisait de les ramasser pour pouvoir payer, on est d'accord, ça n'aurait aucune valeur. Donc l'argent a besoin d'être rare, mais pas trop quand même. Donc de mettre une tension. Et en plus, il a besoin d'un consensus social pour exister. Parce que ne l'oublions pas, l'argent existe que dans l'imagination, la folie et par l'adhésion de tous. Cette religion millénaire à laquelle nous sommes viscéralement attachés. Donc l'argent a besoin d'être rare, mais pas trop quand même. Et en plus,
et il se rend indispensable pour tous nos besoins fondamentaux. L'argent se rend indispensable pour nous se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, se chauffer, etc. Donc, il y a la nécessité d'en trouver sans relâche. Parce qu'en plus, une fois qu'on l'utilise, il disparaît. Mon marteau, je l'utilise une fois, il ne disparaît pas. L'argent, je l'utilise une fois, il disparaît. Donc, il s'apparente déjà beaucoup plus à un consommable qu'à un outil. Il s'apparente par exemple beaucoup plus à du papier toilette, voilà, qu'à un outil. Donc, nous avons un outil, un consommable, qui se paye le prix d'être relativement rare et qui en plus a pour devise de se rendre indispensable pour nos besoins fondamentaux. Donc vous comprenez bien que cette rareté et cette nécessité ne fait pas bon ménage. Si quelque chose est à la fois rare et nécessaire, cela va créer irrémédiablement des tensions entre nous. Et donc un renforcement de l'individualisme. L'argent va nous retourner les uns contre les autres. On va être en concurrence, par exemple, pour le poste d'un emploi. Une fois celui-là acquis, on peut se retrouver en guerre commerciale contre les autres entreprises. Tiens, les entreprises, justement, elles aussi, elles doivent faire constamment du profit pour survivre. Donc, qu'est-ce qu'elles vont mettre en place? De l'obsolescence programmée, des objets jetables, de la mauvaise qualité, des modes éphémères, de la délocalisation. Voilà, et cela va engendrer des désastres écologiques. En plus, pour cette exigence de profit va avoir un impact direct subi par les employés. La surcharge de travail, les missions irréalisables, les burn-out, les licenciements, etc. Donc, l'argent nous retourne vraiment les uns contre les autres, parce qu'il est rare et parce qu'il est d'une nécessité absolue. Il en résulte forcément les pertes de valeur éthique et morale, comme l'ont démontré les sciences comportementales, qui ont étudié l'impact de l'argent sur le cerveau humain. Je vous parlais en début de conférence d'une expérience qui avait été réalisée avec les enfants. Et on a vu que le simple fait de jouer avec de l'argent impactait leur comportement. Une autre expérience a été réalisée, cette fois-ci avec des adultes. Donc il y avait un groupe d'adultes qui devaient compter des billets et recopier des mots en rapport avec l'argent. Il y avait ensuite un autre groupe qui devait compter des bouts de papier, voilà, et recopier des mots complètement anodins. Ensuite, on demandait à tous les participants, les uns après les autres, de partir dans un couloir. Donc ils partaient dans un couloir, et puis là, ils croisaient une personne qui faisait intentionnellement tomber tous ses dossiers par terre. Et devinez quoi? La grande majorité de ceux qui ne l'ont pas aidé à ramasser sont ceux qui avaient manipulé de l'argent. Selon les études scientifiques, le simple fait de penser à l'argent diminue les comportements d'entraide. Les neurosciences montrent que l'argent diminue l'altruisme, les comportements éthiques et le contact social. Mais ce n'est pas tout. Parce que l'argent également domine la vie d'un être humain. Parce qu'on doit déjà en avoir, ne serait-ce que pour accéder à la nourriture. Il ne faut pas oublier que 25 000 personnes meurent chaque jour de faim dans le monde. Pas de faim, j'ai envie de dire. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas eu assez de pouvoir d'achat. Le capitalisme tue. L'inégalité tue. L'argent est un meurtrier et les meurtriers n'ont rien à faire en liberté. À vrai dire, je ne blâme pas vraiment les plus riches de continuer à s'enrichir. Je ne blâme pas non plus les politiques de ne pas avoir mis telle ou telle réforme pour réduire les inégalités, même s'il y a encore beaucoup de marge. Ce que j'accuse vraiment, c'est le mécanisme de l'argent qui ne permet pas, quoi que l'on fasse, de réduire les inégalités et de stopper l'aberration de ces dérives. Parce qu'il ne s'agit pas finalement de réduire les inégalités, mais il s'agit surtout d'arrêter qu'elles ne se forment. Donc, finalement, non, l'argent n'est pas inoffensif. C'est un jouet tranchant que l'on nous met dans les mains dès le plus jeune âge.
pour diriger le monde, nous avons inventé un concept aberrant et malsain qui nous contraint à la concurrence, qui nous oblige à nous retourner les uns contre les autres. L'argent n'est qu'un outil d'exploitation, de pollution et de guerre. Il est indéniable que l'argent a clairement sa part de responsabilité, parce qu'il a le triste don d'exacerber tous les défauts de l'être humain. Donc on n'est pas parfait, c'est sûr, mais on a inventé quelque chose qui va exacerber nos défauts au lieu de pousser nos qualités. Donc c'est quand même aberrant. Face à ce constat, on fait quoi? Une once de logique, de bon sens, voudrait qu'on abandonne immédiatement cet ancien concept. Donc, peut-on réorganiser la société sans utiliser d'argent? C'est-à-dire vivre dans une société où on est bénévole et dans laquelle tout est gratuit. Une société où on ne serait plus dans la concurrence, mais dans la collaboration. Une société beaucoup plus saine pour l'être humain, qui va favoriser nos qualités et pas nos défauts. Une société sans argent. J'ai recommencé, c'est ça? On est d'accord, mince. Je suis vraiment désolé. Je repars dans mes délires, moi, dans mes Sébastien. Sors-toi ça de la tête, quoi. Un monde sans argent. C'est pas vrai, je suis vraiment désolé. Quoi que je fasse, je conclue toujours sur un monde sans argent. C'est vraiment n'importe quoi. Je suis vraiment désolé. Vous m'excusez un instant, il y a mon banquier qui m'a donné des cachets capitalistes à prendre. Matin, midi, soir, je n'ai pas pris du soir. Excusez-moi un instant, ça va aller beaucoup mieux. Ça va faire effet, vous inquiétez pas, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Ça y est, je sens d'ailleurs le cachet faire effet. Et tout de suite, mais je me rends compte, merci le cachet, merci le capitalisme, je me rends compte que si l'argent disparaît, mais cela va entraîner immédiatement et irrémédiablement tout ce qui est lié à l'argent. Et ça, c'est un problème. Donc voici par exemple tout ce qui pourrait disparaître le jour où il n'y aurait plus d'argent. Sans argent, déjà, il n'y aurait plus de concurrence. Donc il n'y aurait plus de progrès, de motivation au progrès. Il n'y aurait plus d'émulation à l'innovation. Bon, de notre côté, je me dis que s'il n'y a plus de concurrence, mais finalement, il n'y a plus de dépôt de brevets, il n'y a plus de rétention de connaissances. On peut partager les connaissances, aller encore plus vite, collaborer et aller encore plus vite, et en plus dans le bon sens pour le consommateur. Mauvais exemple, donc. Vous allez voir, il y a plein de choses qui disparaîtraient s'il n'y avait plus d'argent. Sans argent, par exemple, il n'y aurait plus d'obsolescence programmée. Ce serait dommage. On ne pourrait même plus changer notre imprimante tous les 2 ans. Pourtant, c'est toujours bien de surconsommer pour colmater des besoins frustrés. Sans argent, il n'y aurait plus d'inflation, d'impôts, de dettes, de crise financière. Du coup, les médias n'auraient plus grand-chose à raconter, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? De la vulgarisation scientifique? Des débats intelligents sur des problématiques collectives? Quel ennui. Sans argent, il n'y aurait plus de vol, de mafia, de corruption. Du coup, les avocats et les policiers seraient quoi? Seraient à mi-temps? Ils vont faire quoi? Ils vont jouer aux cartes? Ils ne pourront même plus jouer au poker, il n'y aura plus d'argent. Ils vont jouer quoi? À la bataille? Je ne sais pas. Il n'y aurait plus de pauvreté, d'inégalité sociale, de famine, de délocalisation. Ça aussi, ça m'embête. Parce que je trouve quand même que les enfants ont un talent certain pour faire les chaussures. En plus, comme ils sont tout petits, ils se faufilent facilement dans les mines de cobalt, qu'on puisse faire nos batteries pour les portables ou les voitures. Il n'y aurait plus de prostitution. Plein de choses qui pourraient disparaître. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il n'y aurait plus de mode éphémère, d'objets jetables, de lobbying, de matraquage publicitaire. Alors ça me pose un problème. Ouais. Ça me pose un problème parce que moi, ce qui me fait vivre, c'est la publicité. Voilà. Ce n'est pas mes romans qu'on peut retrouver gratuitement sur Internet. Ce n'est pas cette conférence que je fais bénévolement. Ce qui me fait vivre, c'est la publicité. Et aujourd'hui, pour faire ma propagande commerciale, pour manipuler les masses,
moi, je suis tranquille. J'ai tous les outils à ma disposition. Vous êtes confrontés chaque jour à plus de 1200 publicités par personne et par jour. Même l'œil est confronté à plus de 15 000 stimuli commerciaux par jour, la plupart étant inconscients. Donc moi, je suis tranquille pour faire ma propagande commerciale. Mais dans un monde sans argent où il n'y a pas besoin de matraquage publicitaire, comment je fais? Ça me pose problème tout ça. Qu'est-ce qu'on a à perdre aussi? Ben tiens, il n'y aurait plus de surcharge de travail, de missions irréalisables, de pression, de burn-out, de perte d'emploi, il n'y aurait plus de braconnage, de déforestation, d'évasion fiscale, d'esclavage, de faim dans le monde, de gaspillage de ressources, de ghettos, de gadgets qui servent à rien, de jeux d'argent, de mendiants, de pauvreté, de querelles lors des héritages, de stress de perdre son emploi, de trafic de drogue, de trafiquants d'armes, etc. Il y a tant de choses qui disparaîtraient s'il n'y avait plus d'argent. Tiens, même le musée du Louvre, il sera sûrement même obligé de décrocher tous les tableaux de Monet. Et que dire aux Jeux Olympiques? Le second, il n'aura même pas de médaille d'argent, c'est ça? Enfin, je m'arrête là tant la liste est longue. En tout cas, voici tout ce qu'on aurait à perdre si l'argent était aboli. Donc vous l'avez compris, je vais même enlever mon costard qui fait beaucoup trop commercial. Voilà, ça va mieux. Vous l'avez compris, faire disparaître l'argent, c'est résoudre peut-être 90% des problèmes de l'humanité. À part l'abolition de l'argent, quelle autre réforme pourrait résoudre la majorité de ces problèmes? Aucune. En fait, j'ai l'impression que l'argent tente de résoudre des problèmes qu'il a lui-même créés, sans parvenir à les résoudre d'ailleurs. Donc, s'attaquer à l'argent, c'est vraiment s'attaquer à la source pour assécher tous les problèmes une bonne fois pour toutes. Mais il y a plein de choses qu'on aurait encore à perdre sans argent. Sans argent, qui est viré du jour au lendemain? Les banquiers, comptables, assureurs, caissiers, investisseurs, traders, convoyeurs de fonds, commercial, tout ce qui gère la gestion de prix, le prévisionnel financier, ceux qui fabriquent des caisses enregistreuses ou des parcs-mètres, ceux qui bossent dans le marketing ou la publicité. Voilà, ça c'est moi. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir parmi vous, qui c'est qui perdrait son emploi dans un monde sans argent? Donc si vous êtes retraité, imaginez que vous êtes encore actif. Qui a un métier parmi tous ces métiers qui pourrait disparaître dans un monde sans argent, parmi tout ce que j'ai cité? Est-ce que vous pouvez lever la main s'il y en a parmi vous? Pas tout le monde, non, on a toujours besoin d'enseignants, on a toujours besoin de personnes dans la santé. Voilà. Par rapport à la gestion de l'argent, c'est comptable, caissier, assureur, investisseur, etc. Ceux qui travaillent dans la pub, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas ici? Bon. Donc, je me retrouve tout seul au Pôle emploi, quoi. D'accord, ok. Mais va falloir qu'on s'organise parce que je ne vais pas être tout seul au Pôle emploi, comme vous avez compris. Alors moi, j'ai fait un petit calcul. Je me suis rendu compte qu'en France, il y aurait 5 millions d'actifs qui n'auraient plus d'emploi le premier jour d'un monde sans argent. Tous ces métiers que j'ai cités. Alors c'est hallucinant, mais on ne se rend pas compte à quel point l'argent demande une gestion extrêmement lourde, qu'elle nécessite de réquisitionner 5 millions d'actifs, c'est-à-dire un quart des actifs. En plus, notre société actuelle va délaisser des millions de demandeurs d'emploi. Du coup, la société ne profite pas de leurs talents, de leurs compétences. Donc finalement, si on réunit ces 5 millions d'actifs et ces millions de demandeurs d'emploi, il y aurait une personne sur 3 qui serait disponible pour aider les 2 autres tiers. Donc on pourrait partager le travail et on aurait ainsi plus qu'une petite vingtaine d'heures à travailler. Voilà, c'est déjà beaucoup plus confortable. Donc, un monde sans argent. Finalement, dans un monde sans argent, où tout est gratuit, où tout est accessible, on pourrait enfin se libérer de toutes ces lourdes tâches de comptabilité, de banquier, de caissier. Ça serait aussi l'occasion de résoudre peut-être 90% des problèmes de l'humanité. Donc, on pourrait vivre dans un monde finalement
un monde sans argent, où on est tous bénévoles et dans laquelle tout est gratuit et où toute la communauté assure notre sécurité au niveau du logement, de la nourriture, de la santé, etc. Une société où on n'est plus en conflit les uns contre les autres, mais où on est réunis en tant que famille humaine. Une société sans argent, et là, ça y est, c'est reparti, je suis vraiment désolé. Encore, quoi, c'est fou, hein. Je suis désolé, là, je suis en pleine conférence et j'ai une crise post-monétaire, ça y est. Je suis vraiment désolé. Mon banquier m'a dit que c'était contagieux. Donc, le premier rang, peut-être, faites attention. Il faut vraiment que je me sorte ça de la tête, hein. C'est fou, hein. Quoi que je conclue, toujours sur un monde sans argent. Alors, vous inquiétez pas, les cachets font plus effet, mais j'ai plus fort que ça. Mon banquier m'a passé une injection de capitalisme. Voilà. On va prendre les grands moyens. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est de la pure, c'est du Pfizer, c'est du 100% capitaliste. Voilà. Il m'a dit que d'ailleurs, il en prenait chaque matin avec ses collègues. J'espère que ça n'a pas d'effet secondaire parce que mon banquier, il change tous les mois. Je ne sais pas le vôtre, mais... Bon. Ah, ça y est, je suis bien là. Là, je suis bien. Ça y est, je sens le capitalisme qui coule dans mes veines. Là, je sais pas, j'ai envie d'aller, s'il y en a qui sont chauds après la conférence, j'ai envie d'aller au casino, flamber tout mon fric. Tiens, j'ai aussi, s'il y a des banquiers, non, il n'y a pas de banquier, j'ai eu mince. J'avais envie de faire un crédit, même un crédit pour rembourser tous mes crédits. J'étais chaud là, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à venir. Du coup, je vais tout investir dans le Bitcoin, je sais pas, mais il faut que je fasse un truc là. Je suis bien, je suis chaud là. Tiens, ça y est, merci. Eureka. Merci Dieu du capitalisme. Je viens de trouver une utilité à l'argent, messieurs, dames. Donc soyez rassurés, on va garder l'argent. Écoutez bien, ça va vous plaire. Avec l'argent, on peut investir massivement dans les énergies vertes pour soigner la fièvre climatique de la Terre. C'est bien ça. D'ailleurs, faisons le point si vous le voulez bien. Parce qu'actuellement, les scientifiques du monde entier passent toute leur vie à collecter des carottes de glace, à mesurer l'acidification des océans, la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, la déforestation, etc. Ils en font ensuite un rapport aux chefs d'État du monde entier. Mais aucune de leurs mesures n'est prise à sa juste valeur. Et ce, pour cause de budget, de crédit, de manque de rentabilité, de crise, d'inflation, de fluctuations boursières, de dette nationale ou encore de croissance économique jugée insuffisante. Bon, déçus, ces chercheurs vont alors dénoncer cela aux médias. Mais ces derniers sont justement trop occupés à parler de la bourse, de la crise, de la dette, d'autant plus que 81% des médias français sont détenus par 8 milliardaires et 2 millionnaires. Ce qui n'arrange rien. Bon, en désespoir de cause, ces chercheurs vont alors conseiller les entreprises. Mais celles-ci, on l'a vu, sont trop accaparées à générer constamment du profit pour survivre. Donc elles mettent en place de l'obsolescence programmée, des objets jetables, des modes éphémères, de la délocalisation, des objets de mauvaise qualité, etc. En bref, il en résulte forcément des désastres écologiques tels que la pollution, l'exploitation des ressources, les déchets, etc. Qui seront d'ailleurs à nouveau étudiés par les scientifiques. Bon, j'ai bien peur que tant qu'on soit dans un système monétaire, on soit dans l'incapacité totale de résoudre les enjeux écologiques de notre siècle. Je vais vous donner un exemple. Il commençait à faire froid ces temps-ci. Alors, j'ai voulu m'acheter un pull. Bon, j'ai demandé au capitalisme. J'ai demandé, monsieur capitalisme, je veux un pull, j'ai besoin d'un pull. Là, il m'a dit, eh bien écoute, c'est très bien, en France, on est le premier producteur de lin au monde. On prend tout le lin, on peut fabriquer des vêtements avec, on va l'envoyer à la Chine, on va le vendre à la Chine, et on va leur acheter, nous, des pulls de mauvaise qualité qui sont en coton. Voilà. Bon, moi je voulais juste un pull. Il me dit, comme ça, tu as de l'argent et tu as un pull. Bon, dans le doute, je demande quand même à l'écologie. Je lui dis, Madame écologie, j'ai besoin d'un pull. Elle me dit, écoute, ça tombe bien,
En France, on est le premier producteur de lin, donc on peut créer de nouvelles filières, faire des habits locaux de super bonne qualité qui vont te tenir super longtemps. Et puis, ça sera local. Bon, comme vous voyez, le choix est vite fait. Bon, j'ai quand même acheté du Made in China, mais c'est pas grave, la question n'est pas là. Tout ça pour vous dire que l'écologie et le capitalisme ont des besoins diamétralement opposés. Ce sont deux forces antinomiques qui sont dans l'incapacité d'interagir ensemble. Le capitalisme, il a besoin de croissance, constamment de croissance, sur une planète pourtant qui est aux ressources limitées. Et l'écologie n'a rien besoin de tout ça, elle a besoin plutôt de décroissance. Donc ils ont des besoins vraiment opposés. Et je vous le redis, pour moi, tant qu'on sera dans un système monétaire, on ne résoudra pas les problèmes écologiques de ce siècle. Face aux crises et aux défis écologiques de notre siècle, c'est peut-être la meilleure solution pour l'avenir de nos enfants. Donc je vous disais en début de conférence qu'on était là pour prendre un peu du recul sur l'argent. Bon, quand on examine l'argent, quand on regarde son histoire, on s'aperçoit qu'il a été créé apparemment pour rémunérer des armées, que guerre, argent et pouvoir d'ailleurs ont toujours été liés, c'est toujours le cas aujourd'hui. On s'aperçoit que l'argent ne sait plus que créer de nouvelles crises et creuser inlassablement ce gouffre des inégalités, qu'on voit qu'il arrive au bout de peut-être de son évolution. Quand on regarde les mécanismes de l'argent, on s'aperçoit que l'argent a besoin d'être rare et qu'il est d'une nécessité absolue. Et finalement que l'argent va nous retourner les uns contre les autres et exacerber nos défauts. On s'aperçoit aussi que l'argent demande une gestion extrêmement lourde en nécessitant de réquisitionner énormément de personnel. Il est responsable de la majorité des problèmes de ce monde. Finalement, l'argent est la drogue du monde. L'argent est une prison. L'argent est un frein à l'innovation. C'est une impasse aux défis écologiques. Alors, est-ce de la folie que de songer à abolir l'argent? M'arrêtez pas, moi je suis irrécupérable. Parce que c'est vrai qu'un monde sans argent, c'est une utopie grotesque. Tout du moins jusqu'au jour où on se décide vraiment à l'étudier. Alors pour ma part, donc ça fait près de 4 années que je l'étudie, parce que ce sujet me passionne. J'ai lu toute la littérature que j'ai pu trouver sur le sujet. Je suis allé voir des militants qui réfléchissent depuis plus de 40 ans. Je suis allé voir comment se passaient des vides-greniers gratuits, des choses comme ça. Mais malgré tout, j'avais toujours 1000 questions en tête. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un roman dans lequel j'ai extrapolé ma propre vie pour savoir qu'est-ce qui se passerait dans ma vie, dans la vie de mon entourage et à plus grande échelle, si on décidait de se passer d'argent. Et je me suis rendu compte que c'est dans les détails qu'on se rend compte qu'un monde sans argent est d'une solidité à toute épreuve. Finalement, la logistique existe déjà. Il suffit simplement de l'adapter. Donc c'est sûr, c'est une logistique qui nous pousse à réfléchir à des milliers de questions à la fois, mais chacune de ces questions a une réponse précise. Et c'est dans les détails vraiment qu'on se rend compte de tout ça. Parmi toutes ces 1000 questions qu'on peut se poser, on va s'en poser 3 ce soir, et puis je vais m'arrêter là. Si tout est offert, serais-je motivé à travailler? Je ne sais pas, je demande. Oui, même si tout est offert, vous n'avez pas envie de rester chez vous à rien faire? La passion? Bon. Moi, j'adore demander ça dans mes salons du livre. Je demandais ça à plus de 200 personnes à ce jour. Mis à part un adolescent qui ne savait pas quoi faire de sa vie et un homme qui voulait partir vivre tout seul dans les bois, tout le monde m'a dit « non, moi j'ai envie de participer à la société, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. » Voilà. Il y en a beaucoup même qui m'expliquent un projet qu'ils aimeraient faire mais qu'ils ne peuvent pas faire actuellement parce que risque financier, pardon, ils n'ont pas l'argent, risque financier, besoin de formation, etc. Mais ils s'amusent à me dire « moi je rêverais de faire ça. » Donc finalement, l'être humain est un animal sociable. Voilà, on a besoin de se sentir utile, d'avoir un rôle dans la société. Puis rassurez-vous, aucun parent n'éduque ses enfants dans la valeur de la fainéantise. Voilà, qu'il y ait de l'argent ou pas, on a envie qu'ils fassent quelque chose de leur vie. Il y a même une étude qui a été faite avec les grands gagnants du loto, ceux qui ont gagné plusieurs millions d'euros, et il s'avère que 88% d'entre eux continuent de travailler. Voilà. Puis même si on doit
même si on doit continuer à gagner de l'argent pour vivre, on est quand même en France 12 millions de bénévoles. C'est énorme. 12 millions de bénévoles. Il y a aussi 5 millions de dons qui sont donnés chaque année. C'est autant de bénévolat indirect parce qu'on ne profite pas de cet argent. Il y a des communautés sur Internet qui conçoivent les logiciels gratuitement, ou il y en a d'autres qui complètent Wikipédia. Il y a des magasins gratuits qui commencent à voir le jour. Il y a des boîtes à lire qui poussent comme des champignons. Il y a aussi le don du sang. Finalement, la gratuité demande qu'à se propager partout et en tous sens. Il n'y aurait pas de problème, finalement, même sans argent, on aurait envie de continuer à travailler. D'autant plus qu'on pourrait faire son métier passion, sa vocation. Et quand on aime, ben on ne compte pas nos heures. Et on est beaucoup plus productif qu'avec un salaire et un métier auquel on ne trouve pas de sens. Après, ça pose d'autres questions. Si on peut faire son métier passion, sa vocation, s'embaucher là où bon nous semble, être bénévole, qui fera les tâches ingrates? Difficile. Alors, il faut peut-être prévoir aussi, peut-être une demi-journée par semaine, de se dire on va devoir aider à des endroits où il manque de bras. Mais on va aussi pouvoir réfléchir différemment. Prenons l'exemple des poubelles. Voilà. Les poubelles, personne n'a envie de les ramasser. Donc, on peut très bien se dire, une fois par an, chacun à notre tour, ceux qui le peuvent, on monte derrière le camion benne et on ramasse les poubelles. Bon. Mais on peut aussi se dire, on pourrait peut-être automatiser la tâche, c'est-à-dire avec un bras articulé, faire en sorte que ça détecte les poubelles et que ça le fasse automatiquement. Ça existe déjà, sans problème de budget, de crédit, de rentabilité. On peut l'extrapoler un peu partout, absolument partout. Mais on peut aussi réfléchir différemment. Personne ne veut faire cette tâche. Est-ce qu'on ne peut pas supprimer les déchets? Et c'est peut-être la meilleure solution finalement. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ait tous des composteurs chez nous, dans nos quartiers, et puis faire en sorte que quand on va dans un supermarché, tout soit en vrac, comme dans certains magasins bio. Du coup, on élimine de suite tous les déchets plastiques, tous les microplastiques qu'on retrouve dans les océans, tous les problèmes de déchetterie, d'incinération, les pollutions, tout ça. Donc finalement, d'une problématique, d'une tâche que personne ne veut faire, on pourrait résoudre une grosse partie des problèmes écologiques, à savoir ne plus avoir de déchets. Donc quand on voit que dans un monde sans argent, une tâche ingrate peut résoudre des problèmes écologiques, et puis libérer en plus des postes d'éboueurs et tout ce qui va avec, finalement on a du mal à imaginer tout le potentiel d'un monde sans argent. C'est assez vertigineux. On va se poser une deuxième question. Si tout est gratuit, comment éviter la surconsommation? En fait, ça, je m'en suis rendu compte à travers l'écriture de mon roman, en extrapolant ma propre vie, en imaginant qu'est-ce qui se passerait. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'on consommerait complètement différemment. Quand un livre sera terminé, on pourra le remettre en rayon directement pour en faire profiter les autres dans la librairie. Ça ne sert à rien qu'ils prennent la poussière sur notre étagère. Un enfant, on pourra l'inciter à rendre un jouet en magasin avant d'en prendre un nouveau. Sans quoi, de toute façon, il n'y aura plus de place dans sa chambre. Voilà, la question sera vite réglée sinon. Dans les quartiers, on pourrait mutualiser les outils de jardinage, de bricolage. Tout à l'heure, je vous parlais de ma perceuse. Je ne suis pas bricoleur, j'ai une perceuse. Et selon des études de l'ADEME, il y a une perceuse d'un particulier qui ne s'en sert pas pour son métier, s'en sert à peu près 12 minutes dans toute sa vie. C'est assez aberrant qu'on ait tous une tondeuse, une perceuse, etc. chez nous, alors qu'on pourrait mutualiser tout, même les voitures, plein de choses qu'on pourrait mutualiser. C'est assez aberrant. Donc, dans une société sans argent, je conviens que c'est dur à croire, mais on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que dans une société monétaire qui nous pousse constamment à l'achat. On l'a vu, matraquage publicitaire, mode éphémère, obsolescence programmée, objets de mauvaise qualité, etc. D'autant plus que quand tout est accessible, mais finalement la possession individuelle n'a plus aucun sens. Donc voilà, on serait beaucoup plus dans la réparation, le low-tech, c'est-à-dire des technologies sans obsolescence programmée, des choses qui durent longtemps, facilement réparables, etc. Augmenter également en qualité, etc. Donc finalement, c'est assez dingue, mais dans un monde sans argent, on gagne en confort, parce qu'on a accès à tout, mais d'un autre côté,
on est dans la décroissance. Et ça, c'est assez dingue parce qu'on va être obligé d'arriver dans la décroissance, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, on vit à crédit. Chaque année, les réserves sont épuisées de plus en plus tôt. Le fait que la nature plus vite que la nature peut se régénérer. Aujourd'hui, on vit à crédit. Très vite, les ressources vont manquer. Donc la décroissance, on va y arriver dans tous les cas. Sauf que dans un monde monétaire, ça va être compliqué. Ça va faire augmenter les prix et il n'y en a que certains qui vont pouvoir en profiter. Donc là, dans une société sans argent, on voit qu'on peut monter en gamme, si on veut, en confort de vie, et on est en même temps dans la décroissance. Parce qu'on est plus dans le partage, la mise en commun, et on consomme complètement différemment. Donc forcément, ce n'est pas quelque chose qu'on pense au début, mais en étudiant la question, voilà, c'est ce qui ressort. Une dernière question, et je m'arrête là. L'humain est-il assez évolué pour un tel changement ? Alors, je vous laisserai débattre de ça entre vous, mais moi je me dis, est-ce qu'on attend que l'humain évolue dans cette société qui va rester individuelle et concurrentielle, ou au contraire, est-ce qu'on fait évoluer la société pour que l'humain puisse pleinement s'épanouir, évoluer, voire même se révéler ? Alors, au vu de l'état actuel du monde, mieux vaut entrer le plus vite possible dans cette nouvelle ère. Donc, n'attendons surtout pas la crise de trop et anticipons dès maintenant ce changement de société. Comme le disait d'ailleurs Oscar Wilde, le progrès n'est que l'accomplissement des utopies. Savoir si un monde sans argent est possible, c'est une question légitime. Et il est grand temps que l'humanité se pose réellement cette question. Alors je vous invite à en parler autour de vous, à imaginer ce qu'aurait été votre vie s'il n'y avait pas eu d'argent, ou ce qu'elle serait s'il n'y avait plus d'argent. Je vous invite aussi à observer les médias et à constater par vous-même le nombre de sujets qui parlent d'argent, que ce soit directement ou indirectement. C'est hallucinant. Et puis, si jamais cette graine de gratuité était déjà en vous, et je sais que certains l'ont déjà, je vous invite à vous inscrire sur un site qui s'appelle mosica.org. J'ai mis l'adresse en bas. C'est une société une association qui a pour but de nous rassembler autour de ce grand projet. Donc pour l'instant, on est un peu plus de 10 000. Peut-être dans quelques temps, nous serons quelques milliards. Alors, très cher public, enfin très cher. N'oublions pas que cette conférence était gratuite, que je n'ai même pas eu l'honneur d'avoir les nantis devant et les pauvres derrière. D'un autre côté, vous me prouvez qu'il est possible d'organiser une conférence comme celle-ci dans la gratuité, sans que ce soit le chaos. Je ne vous ai pas vu vous battre en arrivant. Vous me prouvez que vous pouvez vous mélanger, quel que soit votre statut social. Finalement, par votre simple présence, vous confirmez déjà la pertinence d'une telle société. Eh bien, merci infiniment. Vous pouvez vous applaudir. Merci.